une précision. L'invité de ce matin est un forestier assermenté dans les années 80. Il est chercheur, auteur de plus de 300 publications. Il est également ancien recteur de l'université d'Abomey-Calavi. Le professeur Brice Saint-Saëns est passionné de la biodiversité, de la biodiversité. On va d'ailleurs en parler ce matin avec lui. Professeur Brice Saint-Saëns, bonjour, bienvenue. Bonjour, cher journaliste. Comment vivez-vous votre retraite? Disons que je ne suis pas encore à la retraite. Oui, vous avez laissé le rectorat de l'université d'Abomey-Calavi, justement, c'est de ça que je parle. Vous voyez, là où l'enseignant est le plus à l'aise, c'est son laboratoire. Donc, je suis dans mon laboratoire d'écologie appliquée avec les étudiants et j'aime bien transmettre la part de l'expérience que j'ai acquise aux plus jeunes. Donc, je prends des enseignements dans ce qu'on peut appeler les basses classes, et bien évidemment aussi pour la formation des docteurs. Et puis aussi, les autres collaborateurs, les autres collègues, c'est le temps qu'on passe maintenant à discuter des questions de recherche, mais de recherche très pointues. D'accord, on va parler biodiversité ce matin avec vous. Fulbert Adumerosso, bonjour. Bonjour Christian. Oui. La semaine dernière, c'était la journée internationale de la biodiversité. Nous sommes toujours dans la même semaine. Et il y a un mot qui va revenir sans cesse dans ce débat, c'est biodiversité. Déjà, on va demander au professeur ce que c'est que la biodiversité pour que les téléspectateurs puissent nous comprendre. D'une manière générale, vous savez, nous vivons dans notre environnement et je pense que les Africains en particulier, puisque nous n'avons pas encore tout détruit, tout industrialisé, vous ne pouvez pas sortir et faire 100 mètres sans toucher votre regard d'herbe, de plantes, de quelque chose. Et le fait que vous voyez des herbes, vous voyez des arbres, vous voyez des moustiques, des moucherons, vous voyez aussi des serpents, des rongeurs. Tous ces, j'allais dire, cette diversité d'organismes, de formes de vie a intéressé la communauté internationale pour en faire un thème d'actualité de diversité biologique qui est passé sous le vocable de biodiversité seulement en 1986. En 1986 aux États-Unis, et c'est devenu un thème populaire. Les politiques l'ont récupéré, les financiers l'ont récupéré, les académiciens l'ont récupéré, et c'est rentré maintenant dans le vocable biodiversité. Il y a même une convention au niveau international qui sanctionne ce concept. Donc c'est tous cette panoplie d'organismes dans leur diversité de formes, aussi bien sur Terre que dans les eaux, bien entendu, que nous qualifions de diversité biologique. Depuis l'infiniment grand sur Terre, les éléphants, aux minuscules quasi détectables que par des réactions biochimiques, les virus, les bactéries, dont on parle aujourd'hui. Préciser, ça fait 4 décennies d'engagement en faveur de la protection de la biodiversité dans les forêts, les zones humides, les océans. Est-ce que vous avez l'impression que quelque chose a bougé vraiment en 4 décennies? Ce qui est important, il y a eu la sensibilisation, il faut le reconnaître. De plus en plus, les gens, ils en font un thème populaire. J'ai commencé mes premiers enseignements sur la biodiversité en 1996. Beaucoup d'ailleurs de collègues se disaient non, c'est quoi ça, quel est cet enseignement que j'avais introduit dans une panoplie plus large de conservation des ressources naturelles, de formation d'ingénieurs spécialistes de la question. Et la plupart d'ailleurs de ceux qu'on a formés à l'époque sont maintenant dans de très grands postes à l'international, pour ainsi dire. Je crois que globalement, l'homme a continué à consommer davantage de ressources pour diverses causes. Globalement, il existe encore beaucoup de zones de pauvreté. Les zones de pauvreté signifient se rabattre sur ce qu'il y a d'immédiat dans son environnement. Donc on peut dire au fil de la croissance galopante des populations africaines que l'hypothèse la plus évidente, c'est qu'avec l'accroissement des consommateurs, des bouches donc, que la ressource diminue, puisque notre taux de croissance est largement supérieur au taux de renouvellement de cette ressource, quand bien même elle est renouvelable. Les indicateurs sont au rouge, les chercheurs ne cessent pourtant d'alerter, les OSC sensibilisent, mais qu'est-ce qui manque pour que la mayonnaise prenne finalement? Grosse question. Je pense que d'abord, on n'en a pas fait une grosse priorité, il faut le reconnaître.
Quand je vois notre service forestier qui devrait être un service renouvelé, dynamique, avec des attributions très claires, on continue de les utiliser tout comme on m'avait utilisé en 85 quand j'étais sorti jeune forestier. On devrait avoir des missions claires, des redéfinitions très claires, tout au moins des domaines de l'État. Mais ça reste encore à venir. L'autre chose, c'est l'éducation. Vous voyez, vous ne pouvez pas avoir un grand projet d'État, le plus politique possible ou le plus économique possible, si vous n'avez pas normalement une main-d'œuvre qualifiée à l'interne pour accompagner cela. Vous voulez un beau système de santé, mais formez déjà les médecins. Formez des médecins qualifiés, patriotes. Un beau réseau routier, mais formez vos ingénieurs à posséder la technique. Et c'est dans tous les domaines. Hein, tout comme, regardez, le coton a eu du succès parce que il y avait des facultés qui formaient. Les écoles formaient les conducteurs, les ATDR, et tout un ensemble de choses pour accompagner la politique du gouvernement. Moi-même, même étant forestier, j'étais aussi en partie vulgarisateur du coton à l'époque au Cardet Borgo. Donc vous voyez, c'est cet arsenal qui accompagne un projet gouvernemental et en fait un succès. Et je crois que c'est là où nous devrions aller, à savoir faire en sorte que la biodiversité devienne un thème au primaire, l'enseignant qui veut faire une classe verte, et qu'il se dise, je peux aller directement dans la nature et montrer la diversité aux enfants. C'est quand même ça qui sauve. C'est ça qui sauve. Hein, c'est ça qui sauve, étant donné que nos parents se sont soignés d'abord à partir des plantes médicinales locales. Ils n'ont jamais dit, il faut que j'aille au Ghana chercher une plante avant de venir soigner quelqu'un qui est malade au Bénin. Ils n'ont jamais rêvé de pharmacie. C'est des thèmes qui sont arrivés avec nos générations. Donc, la biodiversité devrait être un sujet d'actualité, de formation. Et c'est ça qui fait que la mayonnaise pourra prendre, parce que les individus qui doivent porter le projet biodiversité sont déjà formés. Parlant d'actualité, on parle de la crise sanitaire du coronavirus comme une vengeance de la nature. Est-ce que le professeur Brinzé voit la chose de cette manière? Vous savez, je suis écologue. En écologie, il y a ce que nous appelons l'équilibre biologique. L'herbe est faite pour que l'herbivore consomme l'herbe. Prenons un petit herbivore, un insecte. Cet insecte va être consommé par une grenouille. Cette grenouille va être consommée par un serpent. Et ce serpent peut être consommé par un serpentaire et ainsi de suite. Peut-être même l'homme qui consomme le serpentaire. Vous voyez, c'est toute une chaîne qu'on appelle l'équilibre biologique. Lorsqu'il y a rupture d'un maillon au niveau de cette chaîne, il y a forcément pullulation d'organismes. Le rôle de support, de régulation que l'écosystème naturel, que la nature devrait pouvoir apporter, est rompu quelque part. Soit parce que par dégradation de la biodiversité, on a ramené, vous voyez, les grands arbres, on les a coupés parce que les industries en ont besoin, et ramené ainsi la strate arborescente, la canopée des grandes forêts qui étaient à 40 mètres en moyenne en Afrique par exemple, on les a ramenés autour de 20-30 mètres, quasiment à la portée de l'homme. D'où certains virus qui étaient reconnus comme des virus de la canopée, notamment le VIH-Sida, Ebola, étaient normalement des virus dont les autres vivaient au niveau de la canopée, c'est-à-dire à 40 mètres, voire 60 mètres au-dessus de nos têtes. Mais ces virus sont ramenés à la taille de l'homme. Moralité, il a commencé alors à avoir ces genres d'échanges avec des autres intermédiaires pour en faire pour donner des zoonoses. Et c'est ce genre de choses que nous devons garder à l'esprit en nous disant, mais si on ne joue pas très bien en maintenant l'équilibre biologique, à un moment donné, on aura des ruptures, vous voyez, dans la chaîne, et forcément, des populations vont croître de façon exponentielle et venir nous envahir. N'est-ce pas déjà la rupture avec la COVID-19? Oui, disons, c'est... Pour une première fois, l'homme a un prédateur. Vous savez, lorsque le lion fait ses 100 pas, tout le monde se met sur ses qui-vive. C'est la première fois que l'homme a un prédateur qui malheureusement est invisible. Donc nos missiles, les grands bombardiers qu'on a fabriqués pour la guerre ne servent quasi à rien. Mais tout le monde a peur, tout comme si c'est un lion qui s'est réveillé de beau matin dans la forêt. Et c'est ça le problème. Mais en même temps, c'est un atout. Parce que
voilà une pandémie pour laquelle personne n'a de solution miracle. Ça veut dire que c'est maintenant que les Africains qui ont abandonné leur santé. Nous sommes les seules races au monde, le noir, à confier notre santé aux Blancs. Et c'est inouï. Partout où le Créateur a mis des hommes, le Créateur crée toujours ce que vous allez manger et ce qui va vous soigner. Toujours, même dans le désert, seul le noir a dit non, je ne crois qu'en la pharmacie du Blanc et a oublié que nos parents ont déjà vaincu des épidémies. La variole, je vous en prie. Est-ce qu'il y avait de pharmacie? Est-ce qu'il y avait de système de santé dont nous rêvons? Mais on a sauvé quand même une bonne partie des Africains grâce au génie de nos parents. Pourquoi nous éloigner de cela? Il est nécessaire maintenant qu'on retourne fondamentalement à nos authentiques bases de santé. La santé, c'est la première souveraineté d'un pays. Nourriture, santé, habitat. Et le noir a dit non. Si ce n'est pas dans une pharmacie, je ne vais pas me soigner. Regardez tous les compatriotes qui se battent pour mettre des produits. Mais combien de fois nos gouvernements ont dit, mais croyons-en maintenant et faisons une politique de médecine traditionnelle. Mais il n'y en a pas. Vous voyez ça? Combien de fois un chef d'État s'est levé pour dire, mais voilà quelque chose, même s'il y a encore quelques faiblesses, non, on va leur poser, vous n'avez pas fait de tests cliniques. Est-ce que nos parents font de tests cliniques en Afrique? En Afrique, c'est le témoignage. Tiens, je souffre de ceci. Toi, tu l'as fait. Est-ce que tu as été guéri? Ah oui, j'ai été guéri. Même l'autre a fait. C'est ainsi que nous fonctionnons. Et ça marche. C'est ce qu'on appelle l'observation clinique et le témoignage. Il faut qu'on revienne à nos fondamentaux pour saisir cette opportunité parce que tout le monde se cherche maintenant. Tout à fait. On sait que quelque chose change quand même depuis janvier. La pollution a chuté. La Chine a même pris une décision pour interdire la commercialisation des espèces sauvages. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à la fin, à la seconde où la crise sera maîtrisée, qu'on reprenne encore avec les habitudes de pollution, de dégradation des écosystèmes? Disons que si je m'en tiens aux déclarations officielles, tout serait parti de pangolins, de chauves-souris, peut-être de rongeurs, de civettes et ainsi de suite, les animaux qui ont été cités. Ok, prenons ça comme, j'allais dire, l'hypothèse de départ, ce que nous appelons le postulat. Si nous prenons cela comme un postulat de recherche, ça veut dire que c'est maintenant que les gouvernements africains doivent financer massivement la recherche pour savoir les sources potentielles réellement de tel ou tel virus, de telle ou telle bactérie logée dans ces animaux souvent que nous consommons comme gibier. Serpents, pangolins dont on parle, les rongeurs, les chauves, tout cela est consommé en Afrique comme gibier. Mais quelles sont les probabilités que d'autres pandémies sortent de cela? L'Africain reste. Nous croisons les bras. Il y a même de très grands spécialistes des hôpitaux, des chefs d'État qui disent « nous attendons le vaccin ». Ça veut dire simplement « nous attendons l'Europe pour venir nous sauver ». C'est maintenant qu'il faut retourner sur nous-mêmes et bâtir de grands programmes de recherche pour mieux comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle. Mais vous qui êtes dans la recherche, les travaux que vous présentez, ou les travaux que vous faites, les présentations, les résultats auxquels vous aboutissez, qu'est-ce que vous en faites? Animer un plateau par rapport à cela, j'aurai plus le temps d'attendre. Mais brièvement, le chercheur, à partir des moyens dont nous disposons, d'abord nos salaires, nos compétences à aller négocier, voyez, de financement à l'extérieur, et chapeau aux Béninois qui excellent largement là-dedans. Ce petit financement ne permet que de fabriquer ce qu'on appelle le paquet technologique. Le paquet technologique. Ce qui manque, c'est le grand maillon de passage du paquet technologique à l'industrialisation. Ça dépasse largement le budget de l'université, ça dépasse le budget d'un labo, ça dépasse le budget du pauvre chercheur. Et c'est là où les autres excellent. Nous n'avons pas encore compris cela. Kofi Annan, paix à son âme, est venu en Afrique demander au chef d'État, mettez au moins 1% de votre PIB, de votre richesse nationale, dans la recherche, et vous allez voir que ce que vous avez en train de dire maintenant, les résultats là, ça c'est à quoi? Vous allez voir ce que ça donne effectivement. Zéro, nous sommes encore à 0,5, 0,3 et ainsi de suite. C'est la triste réalité. Et on croit que non, tout doit venir des autres.
L'import-export, oui, nous sommes très forts là-dedans. On va courir en Chine, venir vendre et puis retourner en Chine, prendre aux États-Unis. Il faut que ça cesse un jour. Et c'est là, pour moi, la solution de l'avenir. Une dernière préoccupation, le thème de l'édition 2020 de la Journée internationale de la biodiversité, c'est nos solutions sont dans la nature. À quoi fait-on allusion quand on dit que les solutions se retrouvent en forêt, en écosystème? Je viens à peu près de brosser un tout petit peu ce genre de questions. Si je suis malade dans un village, ils ne vont pas courir, hein, ils sont malades à Bétérou, ils ne vont pas courir à Parakou, non. Oui. Ils vont d'abord chercher localement leurs solutions à partir de leurs plantes. S'ils ont besoin d'énergie pour chauffer la tisane, ils ne vont pas courir forcément là où vous vendez le gaz. Ils vont d'abord se rabattre sur la forêt. Donc la solution, c'est d'abord ça. Certes, il ne faut pas aller à la cueillette. Il faut valoriser. Use it or lose it. Si vous ne l'utilisez pas correctement, vous allez perdre la biodiversité. Donc c'est en donnant de la valeur. Chapeau au gouvernement qui vient de lancer, qui va lancer bientôt un grand programme de reboisement à partir d'essences fruitières. Et j'espère que le gouvernement va y croire comme un grand programme national qui va donner de l'emploi, qui va contribuer à verduriser encore nos écosystèmes dégradés et qui va permettre de faire du business. Je vous parle du baobab, maintenant vous voyez seulement de gros fruits, mais il y a d'énormes richesses dans le baobab. Je vais vous parler de Irvegia, la pomme africaine. On mange un peu, mais il y a aussi d'énormes opportunités sous-régionales. Il faut qu'on y aille, mais vraiment un grand chantier de forestiers. Moi, je suis forestier. Ce n'est pas de petits trucs avec 2 ou 3 villageois à tête rasée qu'il faut vous voir. Il faut de grands chantiers. Et y croire, tel que l'ONAP a eu à démontrer pour le TEC. Aujourd'hui, nous sommes pieds. C'est encore peu. A-t-on échoué dans la mise en œuvre du programme du 1er juin, journée de l'arbre? Non, bon, c'est bien, c'est un bon symbole. Je soutiens ça et je préfère encore qu'on maintienne cela comme étant toujours un rappel par rapport aux valeurs de la biodiversité. Mais il faut aller au-delà. Il faut aller. Non, ce n'est pas un échec. Et la sensibilisation, ce n'est pas une question d'une année. Journée internationale de l'arbre au Bénin, c'est institutionnalisé. Ça veut dire que tous les ans, on va au moins se penser à l'arbre. Mais il faut aller au-delà de cela. Merci, monsieur le recteur. On vous reprendra certainement prochainement pour la question de la recherche scientifique.